Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur les clés financières pour réussir votre projet de dématérialisation et d'archivage électronique de la méthode du business case au calcul de ROI. Je m'appelle Pierre Fuseau, je préside le groupe CERDA. En quelques mots, CERDA, vous connaissez probablement Archimag, qui est une de ses publications, la cellule de veille qui vient de publier un livre blanc, et surtout le métier du conseil et la formation. Retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, le travail de projet dans le domaine de la dématérialisation et des archives ne se fait plus jamais, je crois, depuis à peu près 2005-2006, selon mon expérience, sans le directeur financier qui regarde à la loupe les comptes, les business cases, etc. Alors, pour vous proposer une intervention de cette conférence, donc je ferai une courte introduction et je laisserai Serge Mazanovic de VCM Conseil sur les fondamentaux des concepts et outils de mesure. Serge est un économiste spécialisé dans l'économie des SI. Et qui a zoomé sur la documentation, dématérialisation et archivage. Vincent Jamin est directeur de la direction de la dématérialisation au sein de DocaPost DPS, nous livrera des retours d'expérience chez ses clients au regard effectivement de cette approche économique. Et je voulais adresser un bravo effectivement sur les eDoc Awards où il y a eu une nomination de DocaPost. Pour conclure, Franck Richoux, responsable de l'organisation au sein de Swiss Life et en charge du projet archivage, nous livrera le retour d'expérience et en zoomant bien évidemment sur cette partie qui nous intéresse tous, qui est la partie économique. Je vous propose qu'au terme de ces séquences d'intervention, il y ait des questions-réponses, que vous réserviez effectivement vos questions en fait, pour juste après, ce qui nous emmènera effectivement sur 10 heures. Alors, juste pour un premier clin d'œil, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 80%, et ça c'est le livre blanc d'hier, présenté hier, qui le dit, 80% des projets de dématérialisation et de gestion documentaire recherchent d'abord des facilités d'accès et le partage des informations. 82% disent aussi rechercher de l'efficacité. Alors, pourquoi le panda? Tout simplement, c'est un petit clin d'œil dans la mesure où le syndrome du panda, c'est le fait qu'il déjeune, il dîne, il mange du bambou et que le bambou, c'est faiblement énergétique. Il passe grosso modo 14 heures par jour à manger du bambou. Après, il était tellement épuisé qu'il se repose et puis il recommence le lendemain. Ça fait évidemment penser, quand on parle de syndrome du panda, à la personne que vous connaissez, votre voisin, vous, etc., qui est en recherche de l'information, on essaye de partager de l'information et eh bien, à la fin de la journée, on est tellement épuisé qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup travaillé et qu'on a besoin encore la journée suivante de repartir pour rechercher de l'information. Alors, l'approche économique de ces projets, ça devient aujourd'hui fondamental dans la mesure où les exigences des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, c'est d'abord des délais de retour sur investissement qui se raccourcissent. Avant, on ne se posait même pas la question, on rentrait dans les projets, on y allait. Aujourd'hui, c'est combien, et j'ai entendu parler effectivement de projets présentés à 24 mois avec des retours sur investissement de cet ordre qui ont été retoqués parce que trop longs au jour d'aujourd'hui. Donc de ce fait, il faut être très très précis effectivement dans les retours sur investissement. Ensuite, le ROI et justement le business case, on le verra, est un outil extrêmement puissant pour aller là-dedans. C'est aligner les projets documentaires sur la stratégie de l'entreprise. On ne fait pas un projet documentaire pour un projet documentaire, on l'aligne. Et donc ça, on en parlera davantage. Alors quand on parle effectivement d'alignement, on parle d'alignement réglementaire et juridique, mais ce n'est pas suffisant. On parle de développement relationnel avec le citoyen, si c'est du public, des clients, des fournisseurs, si c'est plutôt du privé. Et à ce niveau-là, là encore, quel alignement est-ce qu'on développe? Mais ce n'est pas encore une fois suffisant. Il y a aussi le développement interne, les partages, les échanges, les compétences, la montée en charge de compétences.
L'urbanisation des SI, qui, on le sait bien, et vous en avez tous l'expérience, aujourd'hui, on a des très très belles organisations en silos, bien verticaux, qui ont besoin à un moment donné, chacun, mais peut-être ça serait intelligent effectivement d'avoir une réflexion système d'archivage électronique un peu transversale, de façon à faire des économies et pouvoir effectivement transversaliser ces différents silos. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le renforcement de la sécurité. Aujourd'hui, on est tout à fait là-dedans. Et la note, le point d'orgue, c'est le capital immatériel qui, aujourd'hui, donne de plus en plus de valeur capitalistique à l'entreprise et au pays, puisque là, on parle aussi de politique publique. Alors, je termine avec cet autre syndrome qui est on se lance dans un projet, on le conduit, on est tellement passionné qu'on fait des choses formidables, sauf que au terme de ce projet, on arrive comme le maître Etighofer avec un espèce d'énorme chose informelle, informe, et en fait qui ne ressemble plus à rien. Et la clé, effectivement, de conduite du projet d'un point de vue économique, le pilotage économique, avec la méthode Business Case, est un outil extrêmement puissant pour piloter les projets et arriver, effectivement, à bon port. Alors, je vais faire juste le changement et donner la parole. Voilà, à partir du début. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Serge Mazanovic, je représente la société VCM Conseil. VCM Conseil, aujourd'hui, c'est une offre complètement axée sur l'économie des systèmes d'information. Nos équipes sont composées essentiellement d'économistes qui ont passé X années, on va dire, dans des grands cabinets sur tous les projets systèmes d'information, passage en 2000, euro, et tous les nouveaux projets actuels, type dématérialisation, virtualisation, cloud. À ce niveau-là, notre offre se positionne complètement sur le cycle de vie d'un système d'information. On part de la conception, sur la construction au niveau des projets, et après l'exploitation des nouveaux applicatifs. Donc nous accompagnons en phase de projet aussi bien pour la réalisation des études d'opportunité, définir et travailler sur le besoin, en études de faisabilité, voir si le besoin il est vraiment réel au sein de l'entreprise, et ensuite sur les études d'impact. Au niveau des projets, on fait du PMO, comme on dit, du project management. Et après, en exploitation, on fait surtout du contrôle de gestion. On gère les budgets informatiques, on fait l'analyse de la valeur. Et on parle aussi de benchmark. Aujourd'hui, on accompagne de grandes banques sur le déploiement, par exemple, de projets type Windows 7, d'autres sur le benchmark, sur le coût d'un poste informatique. Et depuis le début de sa création, VCM Conseil travaille aux côtés de CERDA pour des réflexions autour de ces projets de dématérialisation. Donc ensemble, on va le voir rapidement, on est parti d'une notion, c'est que tout le monde aujourd'hui parle de retour sur investissement. Tout le monde sous-entend que c'est un ratio financier, quel coût, quel gain. On peut étendre la réflexion et parler plutôt de business case, lorsqu'on monte une étude d'opportunité et qu'on travaille au niveau du besoin. Le business case, c'est un document qui va être organisé de façon à justifier la naissance, mais aussi le suivi d'un projet de dématérialisation, d'archivage, d'un projet documentaire au sens large, aussi bien en travaillant sur ses coûts, mais aussi ses bénéfices, les risques, les différentes options que l'on peut voir, tout simplement faire une correspondance avec l'alignement, ce qui est demandé par la stratégie, ou tout simplement, comme on l'a fait avec CERDA, inclure la notion de capital immatériel. Le business case, comme je viens de vous le dire, on le met au lancement d'un projet, mais tout au long de la réalisation de ce projet, on va le suivre. C'est là qu'on va pouvoir procéder à un certain nombre d'ajustements. Donc le business case doit vous permettre d'illustrer l'impact métier. Je dématérialise, j'accélère forcément le processus de traitement de certaines données. Le business case va permettre d'évaluer l'investissement de départ. On va parler de retour d'investissement, tout simplement à partir de quand, alors on verra, il y a plusieurs ratios et qu'est-ce qu'on entend par ROI en fait. Les risques, ils sont de nature à la fois liés au projet, ils peuvent être techniques ou tout simplement à la gestion de la transformation au niveau de la conduite du changement. Le business case va permettre tout simplement aux décideurs de donner un avis lorsqu'on passe devant un comité d'investissement et ensuite on va estimer les gains.
Excusez-moi. Alors, la mesure financière d'un projet, comme je vous le disais, tout le monde parle de ROI. Grosso modo, on va estimer les gains et les pertes par rapport à la mise de départ, à l'investissement. En fait, on peut sortir 4 types d'indicateurs qui vont varier selon la nature du projet, SI, ou tout simplement selon le type d'activité. Quand on parle d'une étude d'opportunité, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de Windows 7. Aujourd'hui, Windows 7, si vous voulez faire évoluer vos postes informatiques, avant 2014, vous avez intérêt à le faire, sinon vous allez payer un support supplémentaire au niveau de XP, au niveau pour Microsoft. Donc le besoin, quelque part, ne se calcule pas, c'est presque une obligation, si vous êtes en socle Windows, de faire évoluer votre poste. Alors les 4 ratios que l'on peut identifier, c'est le payback. Le payback, il intéresse tout le monde. C'est à partir de quand, grosso modo, je gagne de l'argent. À partir de quand mes recettes, mes gains sont supérieurs à mes dépenses. Le ROI, si on prend le dernier, c'est vraiment le ratio entre le flux moyen de trésorerie de la période et le flux d'investissement. Grosso modo, vous pouvez estimer par an, voilà le gain, et vous le ramenez à votre investissement, ce qui va vous donner un ROI de 5% par an. Donc ça, c'est un ratio, surtout en pourcentage, c'est un ratio financier. Et on peut aller encore un peu plus loin, peut-être des indicateurs un peu plus spécifiques pour peut-être demain valoriser une entreprise pour une cotation. Mais tout simplement, vous avez la valeur actualisée nette. Qu'est-ce que vaut mon système, in fine, en fin d'exercice? Ou tout simplement, on parle de taux de rentabilité interne sur la période considérée. C'est grosso modo, c'est tout la valeur du rendement de mon investissement. Si je le comparais à un investissement, c'est un placement, par exemple, en banque. Alors l'outil de business case, donc, comme je vous expliquais avec Serda et ses experts, donc on a allié une double approche, l'expertise fonctionnelle, métier, et nos économistes. Donc là, on a créé un outil qu'on aura l'occasion de faire une démonstration directement au stand Serda par la suite. Et cet outil, cette fiche de synthèse s'intègre complètement dans votre étude d'opportunité lorsque vous allez présenter votre projet au niveau d'une direction générale. Donc l'étude d'opportunité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va sceller la naissance du projet. C'est l'identification du besoin, c'est la justification du besoin. Donc c'est là où on va passer de la simple idée à la concrétisation du projet. On va se lancer. On va rentrer vraiment dans les phases d'études détaillées par la suite. Ça va répondre à plusieurs questions. Quand on parle de sponsor, c'est vraiment au niveau de la direction générale, c'est eux qu'il faut convaincre, ou la direction financière souvent. Est-ce que mon projet est aligné sur les enjeux stratégiques? Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est un besoin prioritaire? Il y a peut-être d'autres priorités à ce niveau-là. Quels sont les gains qui vont être générés pour mon entreprise? Quels sont les risques? Les risques, on a dit, d'un point de vue technique, organisationnel ou sur la partie conduite du changement, l'accompagnement. Est-ce qu'on va créer du capital immatériel? Est-ce que ça va me permettre de valoriser encore plus mon entreprise? Le retour d'investissement est-il important? À partir de quel délai on va commencer à gagner de l'argent? Et est-ce que les gains, in fine, seront supérieurs aux dépenses? Au niveau de l'outil, donc, comme je vous disais, c'est 25 ans d'expérience. On capitalise sur la partie Serda, sur l'expérience métier. Vous avez en fond d'écran ce que représente une fiche de synthèse de ROI. On aperçoit qu'on a tous les aspects décision, benchmark par rapport à des projets, puisque les projets de documentaire ou dématérialisation peuvent être de tout type, concernés aussi bien du courrier, de la facture. Donc on peut avoir des benches en interne au sein de l'entreprise. Donc là, on va capitaliser sur cette expérience. On va pouvoir traiter de l'aspect alignement, du risque, des bénéfices, de calculer un ROI avec le graphe avec les flux financiers, le capital immatériel, poser les principaux aspects budgétaires de mon projet en termes d'OPEX et de CAPEX, en fonctionnement, investissement, et les principaux jalons. Rien que sur une seule fiche, vous avez déjà une visibilité et vous pouvez aller vendre votre projet en interne. Donc les questions, le principe de l'outil, c'est tout simplement chaque axe d'analyse est basé sur des questions. Ces questions, les réponses sont relativement simples. Elles peuvent être détaillées par des explications. Et là, on vous fournit après une fiche de restitution qui vous permet d'aller vendre votre projet en interne. Cet outil vous servira essentiellement dans la phase d'étude d'opportunité, de faire ou de ne pas faire le projet. Vous serez toujours amené ensuite à mener une étude beaucoup plus détaillée. Pourquoi? Parce que d'une entreprise à une autre, l'outil, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus standard possible. Il y a quand même des spécificités qui sont propres à votre entreprise, ne serait-ce que les spécificités culturelles. Par rapport à cela, l'étude détaillée, le business case va vous permettre de vous fournir les fondamentaux pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse.
Bon, et là, je rentre un peu dans l'aspect commercial. Avec Cerda, on sera tout à fait à même de vous mener cette étude relativement vite, par expérience et surtout sur ces aspects de calcul, en rentrant dans les études de faisabilité, mais aussi les études d'impact. Voilà. Merci Serge. Monsieur Vincent Jamin, je vous passe la parole. Oui, bonjour. Donc moi, je vais essayer d'avoir une approche assez concrète. Je suis donc Vincent Jamin de la société DocaPost. DocaPost, c'est une filiale du groupe La Poste. Et plus particulièrement, je m'occupe de la division dématérialisation, dont mon principal métier est d'accompagner mes clients sur les projets de dématérialisation. Si on regarde aujourd'hui sur cette partie division dématérialisation, aujourd'hui, mon business est tiré par deux axes importants. Dès qu'on parle de documents, les documents, c'est un patrimoine informationnel important de l'entreprise et donc qui sont notamment régis par un environnement légal. Donc il y a un besoin de conformité qui est important, qu'on ne peut pas ignorer dès qu'on est dans des relations commerciales ou des relations sociales. Et donc c'est pour ça que nous attachons, on va dire, une importance forte à cette conformité. Et donc on a un certain nombre de certifications, qualité, sécurité, agrément de l'État, etc., pour répondre à l'ensemble de ces normes qui, quelque part, nous gouvernent dans notre relation professionnelle. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui tire notre business, c'est effectivement comment nos clients, par la mise en place de projets, vont optimiser leur process, gagner de l'argent, avoir un gain, et pourquoi en fait ils vont se lancer dans ces projets. Et là, effectivement, indépendamment de la masse de documents que nous hébergeons, quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos clients travaillent avec nous parce que nous les aidons dans leur optimisation, dans l'optimisation de leur performance. On a environ 35 000 utilisateurs qui sont des utilisateurs professionnels, c'est-à-dire des salariés de nos clients. Je ne compte pas le grand public parce que ça n'aurait pas grand sens. Ce chiffre monte environ chaque année entre 40 et 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions, les projets de dématérialisation sont de plus en plus ancrés au cœur des process et concourent à l'optimisation de l'entreprise. Cette optimisation de l'entreprise, on va dire le gain qu'on peut avoir sur les projets de dématérialisation, il peut être vu sur plusieurs angles. Certes, il y a le besoin et on va y revenir, purement financier. Quel est le gain financier? L'optimisation du cash, ça c'est un point extrêmement important. Il y a des gains en termes de conformité, on va y revenir, qui peut déclencher à lui seul un besoin de mise en place d'un projet de dématérialisation ou d'archivage électronique. L'optimisation de l'efficacité opérationnelle. Et puis aussi, la dématérialisation, c'est un axe extrêmement important pour étendre le champ des réorganisations de l'entreprise. L'entreprise va être plus performante, veut mettre en place des organisations et les techniques qui vont permettre, entre guillemets, de donner corps à ces idées, ça va être notamment les techniques de dématérialisation. Lorsqu'on a un projet de dématérialisation, souvent, les gains, c'est une combinaison de ces différents éléments qui ne sont peut-être pas exhaustifs, mais qui cadrent à peu près quand même l'essentiel des cas. Si je prends l'axe de la conformité, la conformité, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a certains de nos clients qui ont besoin de réduire le coût de litige, tout simplement. Ils ont des besoins de conformité. Eh bien, le coût des litiges, j'ai des clients qui payent notre prestation uniquement avec le gain qu'ils font en termes sur le coût des litiges, que ce soit les décisions de justice, les frais annexes, etc. etc. Deuxième point, c'est l'image de marque. Et ça, c'est aussi extrêmement important. C'est que des litiges, suivant les domaines d'activité de nos clients, peuvent avoir des impacts médiatiques et à ce moment-là, jouer directement sur le business opérationnel. Je vais vous donner deux exemples. Un de nos clients dans le domaine RH, par exemple, parce que ça touche tous les secteurs d'activité, un de nos clients, on va dire, traite quelques milliers de contrats temporaires par an. Et sur ces différents cas, il a toujours un petit taux de litige qui vont devant les prud'hommes, etc. Eh bien, il était dans l'incapacité, parce qu'il a des centaines d'établissements en France, de présenter l'ensemble des documents en temps et en heure devant les tribunaux. Avec ces projets de dématérialisation, eh bien, évidemment, rien que là-dessus, il paye notre prestation chaque année, sans parler évidemment du gain en termes de temps et d'énergie de ces experts RH. Deuxième cas de figure très simple, plus dans le monde des établissements financiers, la loi sur la sécurité financière. Un établissement financier est tenu d'informer ses clients de la nature des risques des fonds mobiliers qu'ils détiennent.
s'il est assigné en justice et qu'il ne peut pas prouver qu'il a informé son client de la nature du risque, eh bien effectivement, il est effectivement condamné, problème de litige, problème d'image de marque, et donc nos solutions permettent de l'accompagner dans ces cadres-là. Dernier point, rappel de véhicule, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même une frange très réduite, mais un défaut sur un véhicule où le constructeur est au courant du défaut, il ne peut pas prouver qu'il a prévenu le propriétaire. Il y a eu un cas célèbre il y a quelques années et qui a fait, à mon avis, énormément de mal en termes de vente de véhicules dans les années qui ont suivi pour le constructeur incriminé. Donc un premier point, tout simple, la conformité. Un deuxième axe, qui est quand même un axe majeur, c'est l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire les projets de dématérialisation pour optimiser la performance de l'entreprise. Cette performance, elle peut se mesurer sur plusieurs axes. Tout d'abord, l'économie temps passé, tout simplement, par les différents collaborateurs. Et pendant qu'ils font ça, ils ne se concentrent pas sur leur cœur de métier. Un deuxième axe, c'est la rapidité de traitement. Qui dit économie de temps, ça veut dire qu'un process qui prenait quelques jours va être divisé de manière extrêmement importante. Quand on est dans le domaine de la facturation, ça peut avoir énormément de sens. Et puis, la rationalisation des process. Souvent, la dématérialisation va s'appuyer aussi sur une structuration des process, un certain nombre de projets plus rationnels, et va donc typiquement diminuer en général tout ce qui est litige, anomalie, incident, et donc qui concourt à l'efficacité globale. Deux exemples, un de nos clients qui a mis en place la dématérialisation de tous ses dossiers clients. Il a environ 150 000 clients. Tous les éléments constitutifs du dossier sont dématérialisés, les contrats, les factures, les relances, les courriers, les plans, enfin bref, absolument tout est dématérialisé et à disposition des utilisateurs. Il en a à peu près 600. Par année, il économise 37 annéums. Donc, c'est effectivement entre ce temps-là, et les collaborateurs de nos clients, effectivement, sont plus concentrés sur leur cœur de métier. Un deuxième axe aussi, dans le domaine tout simplement de la facture fournisseur, qui est pourtant un grand classique, eh bien, les techniques de dématérialisation, notamment pour un de nos clients, lui ont permis de non pas traiter uniquement les totaux des factures, ce qu'on appelle les en-tête et les pieds de facture, mais de traiter aussi l'intégralité des lignes détails, ce qui lui permet d'avoir un suivi beaucoup plus fin de ses fournisseurs sur les prix, sur la traçabilité, sur l'historique, et là qui concourt directement à l'amélioration de sa performance. Donc l'efficacité opérationnelle, c'est quelque chose qui est vraiment un grand vecteur dans les projets de dématérialisation. Un troisième point, parce que ça, ce sont des gains qui sont des fois indirects, qui ne sont pas fondamentalement évidents à mesurer, c'est typiquement l'optimisation de la trésorerie, des flux financiers. Comment accélérer la facturation, comment optimiser le recouvrement. Donc optimiser la trésorerie, diminuer les impayés. Je vais vous donner deux exemples qui sont dans des domaines d'activité peut-être un peu particuliers, mais qui sont extrêmement significatifs. Dans le domaine, un de nos clients qui est dans la distribution de petits appareils industriels, on a mis en place des solutions qui permettent d'appairer les factures et les bons de livraison par les techniques de dématérialisation. Et rien que cette opération-là a diminué ces impayés et a optimisé le recouvrement de manière telle que sur ce gain-là, il paye notre prestation. Il a payé notre prestation et le setup dès la première année. Donc là, on est sur des flux financiers et des points qui sont quand même relativement significatifs. Et puis un autre point, dans le domaine du BTP, une problématique qu'ont des fois les industriels, c'est la différence entre les quantités commandées et les quantités réellement livrées. Alors, ils vont livrer du sable, ou on a la même chose dans l'énergie. Il y a une commande de 2 tonnes et on en livre 1,5 tonne ou 3,5 tonnes, etc. Et derrière, le process de réappairage et de contrôle pour émettre la facturation était quelque chose de relativement manuel. Avec nos techniques, on a gagné énormément de temps et donc derrière un impact direct sur la trésorerie et l'encaissement. Et puis le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est sur l'optimisation des organisations. Les techniques de dématérialisation permettent de s'affranchir de la géographie, permettent de s'affranchir, puisqu'on s'affranchit de la géographie, permettent de répartir et d'optimiser la gestion RH, donc les collaborateurs qui travaillent, et donc permettent de concourir vraiment à des points très forts en termes d'organisation. Le dernier projet qu'on a mis en place, certes sur un projet de nature quand même assez importante, consistait à mettre en place des centres de support, à centraliser des centres de support sur des fonctions transverses qui étaient réparties en local dans les établissements. Et donc, je ne peux pas vous donner de chiffres en tant que tel, mais il faut savoir que
on est quand même sur quelques millions d'euros d'économies annuelles. Donc, et cette organisation n'a pu être mise en place uniquement par les techniques de dématérialisation. Donc, solution de dossier dématérialisé, solution de workflow, solution de workflow d'affectation, de validation, d'équilibrage de charges, et qui derrière, effectivement, permettent à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier. Bonjour, moi je suis Franck Richoux, donc responsable organisation chez Swiss Life et en charge depuis l'année dernière d'un grand projet archivage. On refond complètement l'archivage au niveau du groupe France avec plusieurs problématiques. Donc effectivement, ça fait déjà quelques années que Swiss Life existe et on a donc un historique en termes d'archives, essentiellement papier. Jusque-là, hein, on a à peu près 20 km d'archives chez nos différents archiveurs. Et on a, depuis 5 ans, entamé une démarche de GED sur tout ce qui est courrier entrant. Et donc, il a fallu, l'année dernière, commencer à se reposer la question de mettre en place une vraie politique d'archivage en tenant compte, effectivement, de la partie physique papier et de la partie dématérialisée. Donc pour ce faire, on a fait appel, là encore, à la société Cerda, ne serait-ce que pour déjà faire une analyse de notre existant, voir un petit peu les procédures, et puis voir sur quel axe on pouvait agir pour pouvoir améliorer notre fonctionnement, et puis à trouver des processus pérennes au niveau de l'entreprise. Bien entendu, la partie financière est rentrée directement en ligne de compte. C'est-à-dire que on a bien entendu besoin de continuer à fournir des documents en temps et en heure. On a des obligations réglementaires et légales en tant que société d'assurance. Mais il a fallu aussi tenir compte des coûts des différentes solutions proposées. Entre autres éléments, dans le calcul de notre retour sur investissement, sont rentrés effectivement la partie surface d'archivage, puisqu'on avait des archives en local sur nos différents sites. On a 3 sites principaux. Il fallait tenir compte aussi de nos coûts de conservation, c'est-à-dire que chez nos archiveurs, on a un coût de conservation des documents physiques, bien entendu, et puis, bien entendu aussi, les coûts de consultation. Alors, même si aujourd'hui, les coûts de fonctionnement sont essentiellement dus aux coûts de conservation et d'enregistrement des dossiers, il n'empêche que les consultations sont aussi une des parties sur lesquelles on a pu agir. Dans le slide suivant, oui, donc on avait plusieurs possibilités, plusieurs scénarios de proposer. Donc on voit la courbe bleue là, qui, en 10 ans, faisait doubler, si on ne faisait rien au niveau de notre organisation, faisait doubler nos coûts actuels de fonctionnement. Avec une augmentation, on a pris une augmentation linéaire de 10%, mais nos différentes actualités font qu'effectivement on est de plus en plus amené à archiver nos documents chez nos prestataires. Et donc il a fallu se poser la question de savoir si on devait dématérialiser tout ou partie, sous quelles conditions, est-ce qu'on devait mettre en place un système d'archivage en interne chez Swiss Life, ou au contraire s'appuyer sur des compétences externes. Etc. Donc, les différentes courbes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'effectivement, selon l'orientation choisie, on avait plus ou moins de résultats rapides, linéaires, même si au final, on retrouvait des niveaux de fonctionnement qui étaient à peu près similaires. Bien entendu, à condition d'agir sur notre organisation. Donc, ce qui a été choisi pour la petite histoire dans un premier temps, c'était essentiellement d'optimiser nos procédures d'archivage et de continuer forcément à dématérialiser de plus en plus tout ce qui était courrier entrant,
puisque bien entendu, quand un courrier est dématérialisé dès son entrée, c'est autant de moins de frais à terme, hein, puisque si on doit le redématérialiser en sortie chez l'archiveur, bon, c'est forcément plus coûteux. Donc voilà, et puis un petit focus donc qui illustre bien quand même l'intérêt de se pencher sur ces différentes solutions, c'est effectivement la partie consultation. Je vous disais tout à l'heure que les maximums de coûts de fonctionnement étaient dus au coût de conservation et d'enregistrement, mais il n'empêche que les 30% restants sont effectivement liés à la consultation. Et on se rend compte assez facilement, en fait, hein, que en agissant sur ce levier-ci, on arrive à faire des gains, en tout cas en projection, qui sont assez importants. Donc la partie haute, c'est de dire aujourd'hui on est plutôt en document physique sorti, avec des coûts forcément d'enregistrement, de recherche chez le prestataire, de livraison, et un coût interne lié à Swiss Life, hein, qui oblige en tout cas à ce que tout le document qui arrive soit redispatché, soit suivi, tracé, réenregistré, renvoyé chez l'archiveur, etc. Ça lie à ça un problème de traçabilité, puisque seuls nos services archives on trace des documents qui sont en consultation. Et donc on peut très bien aujourd'hui avoir 2, 3 utilisateurs qui vont demander le même dossier à l'archiveur. La proposition qui a été faite à la direction, hein, c'est de dire plutôt que de renvoyer un dossier physique, demain on va le renvoyer en image on demand, c'est-à-dire que le dossier sera scanné chez notre prestataire d'archives et c'est l'image en elle-même qui sera adressée à Swiss Life. Et donc à partir de là, forcément, on aura une traçabilité complète de la demande d'une part, puisque on s'appuiera sur l'outil de notre archiveur, et en parallèle, l'image physique, l'image, excusez-moi, du dossier sera disponible pour tout utilisateur. On la fera remonter dans notre outil dossier client et très facilement les utilisateurs pourront les consulter. Donc voilà, et là on voit effectivement que on va gagner, même s'il y a un coût de dématérialisation chez notre archiveur, on va gagner derrière en termes de transfert, en termes de manipulation, en termes d'enregistrement, et puis surtout on aura une réutilisation derrière de l'image autant de fois que l'on voudra. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Franck. Je vous propose donc de conclure ces interventions par vos questions-réponses. Il y a un micro qui va se... Voilà. Première question. C'est toujours difficile. Sur les concepts, sur les problématiques, sur les... Aujourd'hui, dans la salle, quelles sont les personnes, là vous levez simplement la main, qui avaient une problématique de projet avec une question économique en particulier? Oui? Bon. 3, 4. Bon, je pense que ça doit être effectivement peut-être un petit peu plus. Sur ces problématiques, donc sur les 4 personnes, est-ce qu'il y a des demandes ou des exigences de type calcul de retour sur investissement? Nécessairement. Est-ce que les retours sur investissement devraient être inférieurs à 1 an ou supérieurs à 1 an? Parce que c'est parfois la question dans les entreprises, c'est bon, moins d'1 an, ok, on y va. Plus d'1 an, on se pose la question. 2 ans, c'est non. 3, on n'entend même pas parler. Alors qu'avant, 2 ans, 2 ans et demi, c'était effectivement globalement des projets qui tenaient la route et sur lesquels effectivement les directions générales engageaient en fait des ressources. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc,
Est-ce qu'on peut se permettre Je dis simplement qu'on est en train de faire le business case, donc pour le moment, sur les exigences de retour d'investissement, on est en train d'étudier ça, justement. D'accord, donc c'est la première étape, c'est business case, en fait. D'accord. Les pratiques de business case, donc merci pour ce complément. On a parlé de ROI, business case. Est-ce que c'est une méthode qui vous est souvent demandée, parfois demandée, tout le temps? Est-ce que c'est des pratiques qui sont régulières en fait dans le domaine des projets de dématérialisation? Est-ce que quelqu'un peut témoigner sur un cas comme ça? Oui, donc j'amène une question en fait. La démarche pour calculer en fait un ROI, on se voit que ça s'aperçoit sur des données chiffrées bien précises, mais ce qui nous est demandé aussi souvent aujourd'hui, c'est des ROI, on va dire, qualitatifs. C'est-à-dire des notions de service rendu, oui. Des problématiques de qualité. Et par contre là, on a pas mal de difficultés à chiffrer ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Quand on monte un business case, on va être sur des données quantitatives. Nous, par exemple, l'outil qu'on a développé avec Cerda va mettre en valeur ces données, qu'elles soient en termes de risque, en termes de coûts ou tout simplement de gains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, la méthode du business case s'enrichit de l'étude d'opportunité. Et tout le qualitatif, c'est la question essentielle de pouvoir l'évaluer. Vous avez, par exemple, dans les coûts, vous aurez des coûts qui sont directs, des coûts qui sont indirects. On peut, pareil sur les gains. Donc à un moment, c'est vrai que, par exemple, le coût le plus qualitatif qu'on peut avoir, c'est l'augmentation de la satisfaction. La satisfaction d'un client, la satisfaction d'un partenaire. Ce n'est pas mesurable. On peut le mesurer à très long terme. On peut essayer de calculer des coefficients d'augmentation de vente à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que c'est le calcul généralement du ROI. Il va inclure toute la phase du projet en lui-même. On va essayer de ne pas dépasser, on parlait d'une année. Sur des très très gros projets, ça peut aller sur la gestion documentaire au-delà. Et c'est vrai que les calculs, toute la partie des coûts qualitatifs, elle va être simplement déjà énoncée dans le business case et on peut essayer de la valoriser. C'est le principe aussi de la modélisation et de poser des hypothèses à ce moment-là. Oui, notre conviction par rapport à ça, c'est que effectivement, les calculs de ROI purement économiques, c'est-à-dire chiffrés, c'est un composant en fait de ce qu'on appelle le business case. Le business case, dans notre conviction, c'est vraiment ce qui est le plus porteur parce qu'il intègre ce qu'on appelle de manière plus générale le retour sur investissement, à savoir, effectivement, il y a le volet qualitatif, le côté alignement, le côté réglementaire, le côté compétence, comme je le signalais précédemment, et évidemment le côté économique, on est bien d'accord. Oui, quand on dit qualitatif, ça peut être la diminution des incidents, ça peut être l'augmentation de la compétitivité, la rapidité de traitement. Donc, par exemple, dans le domaine de la facturation, on mesure typiquement le délai d'encaissement. Donc la rapidité de facturation, l'augmentation du taux de recouvrement, ça c'est des choses qui se mesurent. Et ça c'est très factuel dans le domaine par exemple de la facturation. On peut aussi imaginer dans le domaine de traitement de commande, la rapidité de traitement du commande et la diminution des charges associées. Comme je vous l'ai indiqué, quand un de mes clients économise 37 anéums, dont il y a une grosse partie qui est dans le traitement de ses commandes, bon, ça se chiffre très vite avec des pics de charges et des embauches en moins dans les cas précaires sur les pics de charges et ce genre de choses. Et puis le dernier point en termes de qualité, la pure, au sens ISO 9001, c'est la diminution, et ça se mesure aussi, des litiges, des taux d'anomalie, qui derrière, effectivement, vont se retrouver par exemple dans des notions d'impayés dans le domaine de la facturation, dans le domaine RH, dans le domaine de la satisfaction sociale. Et donc tout ça, ça se retrouve et ça se mesure, même si effectivement, sur ce sujet pur de la qualité, c'est un peu plus dilué, sauf si vous avez vos propres indicateurs de mesure de qualité, par exemple dans le cadre d'un programme ISO 9001, où là, ça peut très vite se factualiser. Juste pour ajouter une petite chose à ce niveau-là, chez nous, on a entre autres, alors ça nécessite en amont de faire une traçabilité des demandes, mais on a entre autres regardé le taux de non-retour, on a regardé le délai moyen des demandes.
etc. Et donc, en fait, à partir de là, on a pu se dire, effectivement, on part d'un instant T avec un certain nombre de dysfonctionnements, puisqu'on va les appeler comme ça, et on va voir comment ensuite on va pouvoir diminuer ce taux d'insatisfaction, ce taux de non-retour, de retour hors délai parfois. Donc c'est effectivement en mettant des indicateurs, peut-être faut choisir ces indicateurs. Sur l'archivage, c'est sur cela que nous on s'est appuyé en fait. Bonjour. Alors, moi j'ai une question très simple en fait. Oui. Pardon. J'ai une question très simple. On parle beaucoup d'archivage, mais on parle d'archiveurs physiques, donc des archiveurs externes à l'entreprise. Mais qu'en est-il de l'archivage numérique? C'est-à-dire, vous savez très bien qu'avec le cloud, des choses comme ça, on peut maintenant faire de l'archivage externalisé numérique. Et donc j'aimerais savoir quels sont les leviers, quelles sont les clés qui vont nous permettre qui vont permettre de décider aux entreprises de choisir entre un archivage numérique interne ou un archivage numérique externe, par exemple. Oui, je veux bien me permettre de répondre puisque c'est mon métier. C'est mien aussi, hein, mais en interne plutôt. Voilà. Donc effectivement, bon, moi je suis tiers archiveur, hein, donc ce qui va conduire notamment un des vecteurs en termes d'archivage interne ou externalisé, il y a plusieurs sujets. Hein. Bon, il y a déjà le côté stratégie de l'entreprise, ça c'est un premier point. Et deuxième point, ça dépend beaucoup de la nature des fonds. C'est sûr que dès qu'on parle d'archivage avec des respects de normes législatives, d'opposabilité de documents, on va vite quand même être confronté à des notions de tiers de confiance, à des respects des différentes normes, de la conformité et donc des obligations d'opposabilité. Et là, c'est vrai que s'appuyer sur un tiers qui, quelque part, est reconnu comme tel, a les certifs, les diplômes, les labels, etc., vis-à-vis de cet aspect-là, c'est quelque chose qui présente quand même une certaine force. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit quand même des tendances fortes à l'externalisation à partir du moment où toutes les composantes de sécurité, d'interaction avec les SI, enfin bref, tous ces points-là sont correctement traités. Enfin, excusez-moi, mais juste par rapport à l'archivage à valeur probante, effectivement, tiers de certification, etc., en France, on est beaucoup moins, j'ai envie de dire, normé. Enfin, il y a des normes, mais pas de normes techniques, dans le sens où le juge, finalement, reste seul décideur. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'archivage légal, on parle d'archivage à valeur probante. Enfin, il y a quand même une chose à savoir. Enfin, si on parle d'archivage, et puis on conclura probablement la conférence parce que notre temps, effectivement, ça chemine vers sa fin. De manière toute simple, c'est des problématiques de préservation de documents originaux. Les documents originaux, quand ils sont en papier avec une vraie signature manuscrite, ce sont des originaux. Et donc, quand on les numérise, ça devient effectivement des copies fidèles et durables, mais des copies quand même. Voilà, tout simplement. En revanche, lorsque vous avez un document qui est nativement électronique, à savoir un email, à savoir un document électronique signé, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus avec des signatures de niveau 2, de niveau 3, des signatures électroniques, évidemment, votre document électronique, c'est le document électronique qui est original. Donc, dans ce cadre-là, il faut l'archiver. Cet original doit être archivé de manière électronique nativement. Et donc, naturellement, il faut avoir un système d'archivage électronique qui va avec. Je veux dire, là, c'est vraiment basique, simple, etc. C'est même pas la problématique de par rapport à un juge ou pas. Alors, à partir de là, un document papier signé ou un document électronique en archivage électronique, le juge, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est lui, dans son intime conviction, qui va dire si effectivement le document est recevable, s'il est contesté ou pas contesté. C'est exactement le même régime de la preuve. Hein. C'est-à-dire papier ou électronique, c'est identique. Voilà un peu quelques éléments. Je ne sais pas si j'apporte des éléments, mais en tout cas, c'est la vision et la conviction qu'on porte à l'expérience sur le terrain. Donc je vous propose de conclure notre conférence en vous remerciant, en vous conviant sur les stands de DocaPost, qui est un petit peu exactement de l'autre côté, j'avais repéré, et sur le stand Cerda Archimag,
qui est en F20 ou quelque chose comme ça, enfin qui est du côté vers l'entrée. Voilà. À très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.